Été 1995, massif du Mont Blanc. 4 jeunes amis partent pour une randonnée de 3 jours dans les Alpes françaises. Ils ne reviendront jamais. Les secours découvriront quelques traces éparses dans la neige fraîche, leurs sacs de couchage abandonnés près d'un refuge, mais aucune trace de leur corps. 12 ans plus tard, la fonte des glaciers révèle un secret enfoui dans la glace. L'appareil photo de Julien, intact. Les dernières images qu'il contient vont bouleverser l'enquête et révéler la terrible vérité sur ce qui s'est réellement passé durant ces dernières heures. Mais que cache vraiment cette pellicule miraculeusement préservée? Avant de continuer, écris dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes mystérieuses. Nous sommes dans les années 90, une époque où les téléphones portables n'existent pas encore pour le grand public et où partir en montagne signifie vraiment couper le cordon avec le monde moderne. Les Alpes françaises connaissent alors un véritable boom du tourisme de randonnée. Les jeunes citadins redécouvrent les plaisirs de la haute montagne, attirés par des paysages grandioses et une nature encore préservée. Les villages alpins vivent au rythme des saisons touristiques. Les guides de montagne sont respectés comme des sages et la météo reste le maître absolu de ces territoires sauvages. Claire Dubois a 22 ans en cet été 1995. Étudiante en biologie à l'université de Grenoble, elle nourrit une passion dévorante pour la botanique alpine. Ses parents, agriculteurs dans la Drôme, l'ont toujours encouragée dans ses études, fiers de voir leur fille unique embrasser une carrière scientifique. Claire collectionne les herbiers, photographie les fleurs rares et rêve de devenir chercheuse pour protéger les écosystèmes fragiles de montagne. Petite et menue, elle compense sa fragilité apparente par une détermination farouche et une connaissance encyclopédique de la faune et de la flore alpine. Ses longs cheveux châtains qu'elle natte soigneusement avant chaque sortie et ses grands yeux verts pétillent d'intelligence et de curiosité. Marc Leclerc, 24 ans, étudie le droit à Lyon, mais son cœur bat pour l'aventure plus que pour les codes juridiques. Ami d'enfance de Claire, il a grandi dans le même village de la Drôme et partage avec elle cette complicité naturelle des liens forgés dans l'enfance. Grand et athlétique, Marc pratique l'escalade depuis l'adolescence et entraîne régulièrement ses amis sur les parois rocheuses des environs de Grenoble. Ses parents, tous deux enseignants, espèrent le voir rejoindre un cabinet d'avocats prestigieux, mais Marc préfère rêver de voyages et d'expéditions lointaines. Il possède cette assurance naturelle des leaders nés, celle qui pousse instinctivement les autres à le suivre dans ses projets les plus audacieux. Sophie Martin, 21 ans, termine sa formation d'infirmière à l'hôpital de Chambéry. Originaire d'une famille ouvrière de Saint-Étienne, elle a dû travailler durant ses études pour financer sa formation. Sophie rayonne d'une joie de vivre contagieuse qui masque parfois une grande sensibilité. Ses boucles blondes et son sourire lumineux font d'elle le rayon de soleil du groupe. Elle rêve de travailler un jour dans l'humanitaire, de soigner les plus démunis aux 4 coins du monde. Sophie a rencontré Claire lors d'une soirée étudiante à Grenoble, et les 2 jeunes femmes sont devenues inséparables, partageant cette même soif de découverte et d'engagement pour les autres. Julien Robert, 23 ans, travaille comme mécanicien dans un garage de Chamonix depuis qu'il a quitté l'école à 18 ans. Discret et observateur, il compense sa timidité naturelle par une passion dévorante pour la photographie. Julien économise chaque sou pour s'offrir du matériel professionnel et passe ses week-ends à sillonner les montagnes, l'œil rivé à son viseur, chassant la lumière parfaite et les instants magiques. Ses parents, commerçants retraités, ne comprennent pas toujours cette passion qu'ils jugent coûteuse, mais ils admirent secrètement les clichés extraordinaires que leur fils ramène de ses escapades. Julien a rejoint le groupe d'amis par l'intermédiaire de Marc, rencontré lors d'une sortie escalade, et il documente méthodiquement toutes leurs aventures communes avec son fidèle appareil argentique. L'été 1995 s'annonce particulièrement capricieux dans les Alpes. Les météorologues signalent des perturbations inhabituelles avec des alternances brutales entre soleil éclatant et orages violents. Les refuges de montagne accueillent un flot continu de randonneurs, mais les guides expérimentés restent prudents et recommandent aux amateurs de reporter leur sortie en cas de doute. C'est dans ce contexte que nos 4 amis préparent minutieusement leur expédition de 3 jours dans le massif du Mont Blanc, une boucle classique qui doit les mener du refuge Albert Ier au refuge d'Argentière
en passant par le col du Chardonnay. Le matin du 14 août 1995, le ciel de Chamonix se réveille dans un camailleux de roses et d'orangers. Claire, Marc, Sophie et Julien se retrouvent dès 6 heures du matin sur le parking du téléphérique, leur sac à dos chargé de provisions pour 3 jours, de duvet chaud et du matériel de sécurité indispensable. L'ambiance est joyeuse et détendue. Sophie plaisante sur le poids de son sac, Marc vérifie une dernière fois les cartes topographiques, Claire consulte ses guides botaniques et Julien ajuste les réglages de son appareil photo en fonction de la lumière matinale. Ils prennent le premier téléphérique vers le domaine skiable des Grands Montets, puis entament leur marche d'approche vers le refuge Albert Ier. La météo semble clémente, même si quelques nuages s'accrochent au sommet. Les 4 amis progressent d'un bon pas, s'arrêtant régulièrement pour admirer le panorama grandiose qui s'ouvre devant eux. Claire photographie chaque plante rare qu'elle croise. Sophie ramasse des pierres colorées en souvenir. Marc consulte sa boussole avec le sérieux d'un explorateur polaire. Et Julien immortalise chaque instant de leur progression. Vers midi, ils croisent un berger local, Henri Mollard, qui fait paître ses brebis près du refuge Albert Ier. L'homme, la soixantaine bien tassée, connaît la montagne comme sa poche. Il engage la conversation avec les jeunes gens, curieux de connaître leur itinéraire. Quand Marc lui explique leur projet de rejoindre le refuge d'Argentière par le col du Chardonnay, le berger fronce les sourcils. La météo se dégrade depuis quelques jours, lui confie-t-il, et il a observé des signes inquiétants. Le vent a tourné, les nuages s'accumulent anormalement, et ces bêtes semblent nerveuses. Il leur conseille de rester au refuge Albert Ier pour la nuit et de voir comment évolue le temps. Marc, confiant dans ses capacités et pressé de poursuivre l'aventure, minimise les inquiétudes du vieil homme. Le groupe dispose d'un équipement moderne, de cartes précises, et ils ont tous une bonne expérience de la montagne. Sophie et Claire semblent plus réceptives aux conseils du berger, mais elles font confiance au jugement de Marc. Julien, lui, reste silencieux, occupé à photographier le troupeau de brebis avec en arrière-plan les sommets enneigés qui commencent à se voiler de brume. Henri Mollard les regarde s'éloigner vers 13h30 avec une pointe d'inquiétude. Il sera le dernier à les voir vivants. Dans sa déposition aux gendarmes, il précisera que Julien s'est retourné plusieurs fois pour photographier le paysage et qu'il semblait particulièrement attentif à capturer la lumière changeante qui filtrait à travers les nuages. Le berger se souviendra aussi de ce détail troublant. Au moment où le groupe s'engageait sur le sentier qui monte vers le col du Chardonnay, un groupe de corvidés s'est envolé bruyamment d'un pierrier proche, comme dérangé par quelque chose d'inhabituel. La nuit tombe sans qu'aucun signe de vie ne parvienne du groupe. Au refuge d'Argentière, le gardien commence à s'inquiéter. Les 4 jeunes gens avaient réservé pour le dîner et la nuit, mais ils ne se sont pas présentés. Il tente de joindre par radio le refuge Albert Ier, mais n'obtient aucune information sur leur passage. À Chamonix, les familles commencent également à s'alarmer. Claire avait promis de téléphoner dès son arrivée au refuge d'Argentière, et son silence inhabituel déclenche l'inquiétude de ses parents. Le 15 août au matin, la gendarmerie de haute montagne de Chamonix reçoit les premiers appels affolés des familles. Les parents de Claire, remontés en urgence de la Drôme, font le siège du poste de gendarmerie. La mère de Sophie, arrivée de Saint-Étienne dans la nuit, pleure silencieusement dans la salle d'attente. Marc et Julien, tous deux célibataires, ont pour seule famille leurs parents respectifs qui se relaient au téléphone pour obtenir des nouvelles. Le capitaine Bertrand Moreau, responsable du peloton de gendarmerie de haute montagne, organise immédiatement les secours. Homme d'expérience, il a participé à des centaines d'opérations de sauvetage en montagne et connaît parfaitement les pièges que peuvent tendre les Alpes aux randonneurs les plus aguerris. Dès 9 heures du matin, une équipe de secouristes accompagnée de chiens pisteurs s'élance sur les traces des 4 disparus, tandis qu'un hélicoptère de la sécurité civile survole systématiquement la zone entre le refuge Albert Ier et le col du Chardonnay. Les recherches révèlent rapidement des indices troublants. À environ 2 km du refuge Albert Ier, les secouristes découvrent les traces nettes des 4 paires de chaussures dans la terre humide d'un passage boueux. Les empreintes semblent normales, régulières, sans signe de précipitation ou de panique. Mais plus loin, vers 1800 mètres d'altitude, les traces deviennent confuses, se dispersent, puis disparaissent complètement sur la rocaille. La découverte la plus troublante a lieu dans l'après-midi du 15 août.
L'équipe cynotechnique, guidée par Rox, un berger allemand spécialement dressé pour la recherche en montagne, tombe sur un campement de fortune, établi sous un surplomb rocheux. 4 sacs de couchage sont étendus côte à côte, encore humides de rosée. Des restes de nourriture traînent dans une gamelle en métal et une petite pile de pierres témoigne d'un feu de camp éteint depuis plusieurs heures. Tout indique que le groupe a passé la nuit du 14 au 15 août à cet endroit, probablement surpris par la tombée de la nuit ou par un changement météorologique. Mais le plus déconcertant, c'est l'état de ce campement improvisé. Rien ne semble indiquer une fuite précipitée ou un départ dans la panique. Les sacs de couchage sont pliés approximativement, les affaires personnelles rangées dans les sacs à dos, et même les déchets ont été soigneusement rassemblés dans un sachet plastique. Seule anomalie notable, l'absence totale des 4 randonneurs et l'impossibilité de suivre leurs traces au-delà de ce point. L'hélicoptère de la sécurité civile élargit son périmètre de recherche, scrutant chaque crevasse, chaque pierrier, chaque zone d'avalanche potentielle. Les pilotes expérimentés, habitués à ces missions de sauvetage, se montrent perplexes devant cette disparition sans trace. En règle générale, ils finissent toujours par localiser les victimes d'accidents de montagne, que ce soit au fond d'une crevasse, sous un éboulement ou emportés par une coulée de neige. Mais là, rien. Comme si la montagne avait englouti les 4 jeunes gens sans laisser le moindre indice. Les jours suivants voient affluer les renforts. La préfecture de Haute-Savoie mobilise des moyens exceptionnels. 3 hélicoptères, 40 gendarmes et secouristes, des équipes spécialisées dans la recherche en crevasses et même un géologue pour analyser les risques d'éboulement dans la zone. Les familles installées dans un hôtel de Chamonix, aux frais de la préfecture, vivent dans l'angoisse et s'accrochent au moindre espoir. L'enquête piétine face à des témoignages contradictoires et des pistes qui ne mènent nulle part. Un couple de randonneurs allemands affirme avoir entendu des appels au secours dans la soirée du 14 août vers 22 heures. Mais ils ne parviennent pas à localiser précisément l'origine de ces cris. Un guide de haute montagne, descendu du refuge du Couvercle, jure avoir aperçu 4 silhouettes progressant vers le col du Chardonnay dans l'après-midi du 14, mais la distance et les jeux de lumière l'empêchent d'être formel sur l'identification. Plus troublant encore, un alpiniste expérimenté, Jean-Claude Vernet, qui bivouaquait près du glacier d'Argentière, raconte avoir observé des lumières inhabituelles dans la nuit du 14 au 15 août. Selon lui, ces éclats lumineux, visibles par intermittence, provenaient d'une zone normalement déserte, située entre le col du Chardonnay et une barre rocheuse réputée infranchissable. Quand les gendarmes lui demandent de préciser la nature de ces lumières, Vernet évoque des flashs répétés, comme des éclairs de magnésium, ce qui fait immédiatement penser à l'appareil photo de Julien. L'hypothèse de l'accident par chute devient rapidement la piste privilégiée des enquêteurs. Le secteur du col du Chardonnay présente en effet plusieurs passages délicats, notamment une traversée sur une vire étroite où un faux pas peut être fatal. Les secouristes connaissent bien cette zone traître qui a déjà causé plusieurs accidents mortels par le passé. Mais malgré des recherches intensives dans tous les APIC de la région, aucun corps n'est retrouvé, aucune trace d'impact n'est relevée. Une seconde hypothèse émerge, l'avalanche tardive. Bien qu'on soit en plein été, les fortes chutes de neige de la fin du printemps 1995 ont laissé des accumulations importantes en altitude. Un réchauffement brutal, suivi d'un regel nocturne, peut parfois provoquer des coulées imprévisibles. Les spécialistes de Météo France confirment que les conditions météorologiques des 14 et 15 août étaient effectivement propices à ce type de phénomène. Mais là encore, les recherches dans les couloirs d'avalanche potentiels ne donnent aucun résultat. Au bout de 10 jours de recherches intensives, le capitaine Moreau doit se résoudre à l'évidence. Les 4 randonneurs semblent avoir littéralement disparu de la surface de la Terre. Les familles, épuisées par l'attente et les faux espoirs, commencent à envisager l'inacceptable. Une messe est organisée à la cathédrale de Chamonix, rassemblant plusieurs centaines de personnes venues témoigner leur solidarité aux proches des disparus. L'affaire fait la une des journaux régionaux puis nationaux. Mystérieuse disparition de 4 jeunes randonneurs dans le massif du Mont Blanc, titre Le Dauphiné libéré. France Soir évoque l'énigme du col du Chardonnay, tandis que TF1 consacre un sujet à cette disparition qui défie toute explication rationnelle. Les familles multiplient les appels à témoins, diffusent des photos des disparus
créent même une association pour maintenir la pression sur les autorités et financer des recherches privées. Mais au fil des semaines, puis des mois, l'attention médiatique retombe. D'autres faits divers prennent le relais. D'autres drames mobilisent l'émotion publique. Seules les familles persistent dans leur quête de vérité, organisant chaque été des battues bénévoles, consultant des médiums, des sourciers, des spécialistes en tout genre. Leur démarche, touchante de désespoir, ne donne hélas aucun résultat concret. Les parents de Claire transforment leur chagrin en engagement. Ils créent une fondation pour la sécurité en montagne, financent des équipements de secours pour les refuges, militent pour l'amélioration du balisage des sentiers dangereux. La mère de Sophie, rongée par la culpabilité de n'avoir pas dissuadé sa fille de partir, sombre dans une dépression dont elle ne se remettra jamais complètement. Les parents de Marc et Julien, plus discrets, continuent d'espérer secrètement un miracle, un signe, un indice qui révélerait enfin ce qui s'est passé durant ces heures tragiques d'août 1995. L'enquête officielle menée par le juge d'instruction Pierre Montalande se heurte à l'absence totale d'éléments probants. Malgré l'audition de dizaines de témoins, l'analyse de tous les éléments retrouvés sur le campement, les expertises météorologiques et géologiques, aucune hypothèse ne résiste à l'examen approfondi. En septembre 1997, 2 ans après les faits, le magistrat se résout à classer l'affaire sans suite, faute d'éléments nouveaux. Cette décision, qui sonnait comme un glas pour les familles, semblait marquer la fin définitive de l'espoir de connaître un jour la vérité. Pourtant, la montagne garde parfois ses secrets plus longtemps qu'on ne l'imagine, avant de les révéler dans des circonstances extraordinaires. L'été 2007 restera marqué par une canicule exceptionnelle qui frappe l'Europe entière. Les Alpes n'échappent pas à cette vague de chaleur historique et les conséquences sur les glaciers sont spectaculaires. Le recul des glaces atteint des niveaux jamais observés depuis le début des relevés météorologiques. Dans le massif du Mont Blanc, certains glaciers perdent plusieurs mètres d'épaisseur en quelques semaines, révélant des pans entiers de montagnes restés cachés pendant des décennies. C'est dans ce contexte particulier que Baptiste Roux, guide de haute montagne agréé, effectue sa reconnaissance estivale habituelle dans le secteur du col du Chardonnay. Le 23 juillet 2007, vers 15 h, alors qu'il redescend d'une course avec 2 clients, Baptiste aperçoit une masse sombre qui affleure dans la neige durcie d'un névé. Intrigué, il s'approche et reconnaît immédiatement la forme caractéristique d'un sac à dos moderne. Son sang ne fait qu'un tour. Après 12 ans d'expérience en montagne, il a déjà eu l'occasion de découvrir les vestiges tragiques d'anciens accidents. Avec les précautions d'usage, Baptiste dégage délicatement l'objet de son gang de glace. Il s'agit d'un sac à dos de marque Deuter, de couleur rouge et noire, en excellent état de conservation, malgré 12 années passées dans les glaces éternelles. À l'intérieur, soigneusement protégé par des sacs plastiques étanches, Baptiste découvre des affaires personnelles. Un portefeuille au nom de Julien Robert, des pellicules photos dans leur emballage d'origine, un carnet de notes manuscrites et surtout un appareil photoréflexe argentique Nikon FM2 dans un étui de cuir rigide. Baptiste Roux mesure immédiatement l'importance de sa découverte. Il connaît l'affaire des 4 randonneurs disparus, comme tous les professionnels de la montagne chamoniarde. Cette disparition mystérieuse fait partie de la légende noire du massif, au même titre que les tragédies de l'Annapurna ou les drames de l'Everest. Sans toucher à rien d'autre, il photographie soigneusement l'emplacement de sa trouvaille avec son propre appareil numérique, puis redescend aussitôt vers Chamonix pour alerter les autorités. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la vallée. En quelques heures, les familles des disparus alertées par la gendarmerie convergent vers Chamonix. L'émotion est indescriptible. Après 12 ans de silence et de questions sans réponse, enfin un élément concret, un espoir de comprendre ce qui s'est passé durant cette nuit tragique d'août 1995. Les parents de Julien, vieillis par le chagrin mais toujours habités par l'espoir, reconnaissent formellement les affaires de leur fils. Le capitaine Moreau, aujourd'hui commandant et toujours responsable du peloton de gendarmerie de haute montagne, coordonne personnellement les nouvelles recherches. Une équipe de spécialistes est dépêchée sur les lieux de la découverte avec un matériel de pointe. Détecteurs de métaux, sondes thermiques, caméras endoscopiques pour explorer les moindres anfractuosités. L'objectif est double: retrouver d'éventuels autres vestiges et surtout
localiser les corps des 4 disparus. Mais c'est l'appareil photo de Julien qui va révéler le secret le mieux gardé de cette tragédie. Confié au laboratoire de police scientifique de Lyon, le Nikon FM2 fait l'objet d'une expertise minutieuse. Malgré son long séjour dans les glaces, l'appareil semble en parfait état de fonctionnement. Plus extraordinaire encore, la pellicule qu'il contient, protégée par l'étanchéité du boîtier et conservée à température négative constante, est intacte et parfaitement développable. Le développement de cette pellicule, effectué en présence du juge d'instruction et des représentants des familles, constitue un moment d'émotion intense. Image après image, les dernières heures des 4 amis se révèlent sur le papier glacé. On y voit Claire souriant devant un bouquet d'Edelweiss, Marc consultant sa carte topographique avec un air concentré, Sophie construisant un petit cairn de pierre plate, puis le groupe au complet, posant devant le panorama grandiose du Mont Blanc. Mais c'est la dernière série de clichés qui va bouleverser l'enquête. Pris visiblement dans l'urgence, avec un cadrage approximatif et une luminosité défaillante, ils montrent une scène dramatique. Les 4 randonneurs progressant dans un brouillard de plus en plus dense, sur un terrain manifestement difficile. On devine des rochers escarpés, une pente raide, et surtout, en arrière-plan de plusieurs photos, une structure artificielle partiellement effondrée qui ne figure sur aucune carte de la région. L'analyse détaillée de ces images par des experts en topographie révèle un élément déterminant. Les 4 amis se sont écartés de l'itinéraire classique du col du Chardonnay pour s'engager dans une zone réputée impraticable, attirés apparemment par cette construction mystérieuse. Les spécialistes militaires consultés par la gendarmerie identifient rapidement cette structure. Il s'agit des vestiges d'un ancien poste d'observation de l'armée française, construit dans les années 50, puis abandonné et oublié suite à une réorganisation des défenses alpines. Cette révélation ouvre une piste totalement inédite. Les recherches historiques menées dans les archives militaires révèlent l'existence de ce poste secret, établi sur un éperon rocheux dominant le glacier d'Argentière. Surnommé Nid d'Aigle par les soldats qui l'occupaient, cet observatoire était relié à la vallée par un tunnel creusé dans la roche, permettant un approvisionnement discret. Mais suite à des infiltrations d'eau et des risques d'effondrement, l'installation avait été évacuée en urgence en 1963, puis murée pour des raisons de sécurité. Une expédition spécialisée, composée de gendarmes, de spéléologues et d'artificiers, est organisée pour explorer cette zone jusqu'alors interdite d'accès. Guidés par les indications géologiques contenues dans les archives militaires, les enquêteurs localisent l'entrée du tunnel à demi dissimulée par 40 ans de végétation et d'éboulis. L'ouverture, béante et dangereuse, s'enfonce dans les entrailles de la montagne sur une profondeur indéterminée. L'exploration de ce tunnel va révéler la tragédie dans toute son horreur. À environ 50 mètres de l'entrée, les spéléologues découvrent une cavité naturelle élargie par les travaux militaires. Et là, dans un espace restreint, les corps momifiés des 4 randonneurs. Ils gisent côte à côte dans une position qui évoque plus le sommeil que l'agonie. Leurs équipements, parfaitement conservés par le froid et l'absence d'humidité, témoignent de leurs derniers gestes. Claire serre encore dans sa main un échantillon de mousse rare. Marc a sorti sa boussole comme pour s'orienter une dernière fois. Sophie porte autour du cou un collier de perles de rosée gelée. Et Julien a posé son appareil photo près de lui, après avoir déclenché son dernier cliché. L'expertise médico-légale, menée par le docteur Françoise Lemaire, spécialiste en médecine légale alpine, permet de reconstituer les derniers instants des 4 amis. Attirés par les vestiges du poste militaire qu'ils avaient aperçus au cours de leur randonnée, ils s'étaient écartés du sentier principal pour explorer cette curiosité architecturale. L'obscurité tombant et le brouillard s'épaississant, ils avaient cherché refuge dans ce qui leur semblait être un abri providentiel. Mais ce refuge était en réalité un piège mortel. L'effondrement partiel du tunnel, survenu probablement dans les heures suivant leur entrée, avait bloqué la sortie principale. Prisonniers de cette cavité souterraine, privés d'oxygène et de nourriture, les 4 jeunes gens avaient succombé à l'asphyxie en l'espace de quelques heures. Leur corps ne portait aucune trace de violence ni de lutte désespérée. Ils semblaient s'être endormis paisiblement, épuisés par leurs efforts pour trouver une issue. L'analyse des dernières photos prises par Julien confirme cette reconstitution. On y voit ces 3 amis explorant l'entrée du tunnel à la lueur des lampes de poche, souriants et insouciants
face à cette découverte inattendue. La dernière image, floue et surexposée, montre l'intérieur de la cavité quelques instants avant l'effondrement fatal. On y distingue des traces de l'ancien aménagement militaire, des câbles rouillés, des débris métalliques et surtout les fissures béantes qui annoncent l'imminence de l'éboulement. Cette reconstitution tragique soulève immédiatement la question des responsabilités. Comment un ouvrage militaire abandonné avait-il pu rester accessible au public pendant plus de 40 ans sans signalisation ni sécurisation? L'enquête administrative diligentée par la préfecture révèle une succession de négligences et de dysfonctionnements. Lors de l'évacuation du poste en 1963, l'armée avait bien procédé au colmatage de l'entrée principale du tunnel, mais elle avait négligé plusieurs accès secondaires, notamment celui emprunté par les 4 randonneurs. Plus grave encore, les services préfectoraux chargés de la sécurité en montagne n'avaient jamais été informés de l'existence de ces ouvrages abandonnés. Les cartes topographiques officielles, régulièrement mises à jour pour tenir compte de l'évolution du terrain et des nouveaux équipements, ne mentionnaient aucune installation dans cette zone. Les guides de randonnée, les professionnels de la montagne, les secouristes eux-mêmes ignoraient totalement la présence de ces vestiges dangereux. Le procès qui s'ouvre en 2009 devant le tribunal correctionnel d'Annecy fait sensation. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, les familles des victimes peuvent enfin exprimer leur colère et leur douleur face à des responsables identifiés. L'État français, représenté par le ministère de la Défense et celui de l'Intérieur, se retrouve sur le banc des accusés pour mise en danger de la vie d'autrui par négligence et défaut de signalisation d'installations dangereuses. L'avocat des familles, maître Jean-François Garot, plaide avec émotion devant un tribunal bondé. Il brandit les dernières photos de Julien, ces images bouleversantes qui montrent 4 jeunes gens pleins de vie quelques instants avant leur mort tragique. Ces clichés, déclare-t-il, sont l'accusation la plus terrible contre l'irresponsabilité des pouvoirs publics. Pendant 44 ans, cette installation militaire abandonnée a constitué un piège mortel au cœur de nos montagnes, sans qu'aucune autorité ne prenne la peine de la sécuriser ou même de la signaler. Les témoignages des familles, fourtinant après la disparition, déchirent l'assistance. Madame Dubois, la mère de Claire, aujourd'hui âgée de 68 ans, évoque ces années d'attente et d'espoir déçus. Chaque été, nous remontions dans la montagne avec l'espoir fou de retrouver notre fille. Nous explorions chaque sentier, chaque refuge. Nous interrogions chaque guide, chaque berger. Si nous avions su qu'elle reposait à quelques centaines de mètres de l'endroit où nous la cherchions, dans ce tombeau oublié de tous, le père de Marc, aujourd'hui retraité de l'Éducation nationale, lit d'une voix tremblante la dernière lettre que son fils lui avait écrite avant le départ. « Papa, cette randonnée va être extraordinaire. Julien a repéré des sites photographiques incroyables et Claire veut nous faire découvrir des plantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je te promets de ramener des souvenirs magnifiques. » Ces souvenirs magnifiques, ce seront finalement ces photos terribles qui révéleront la vérité 14 ans plus tard. Les parents de Sophie, très affaiblis par ces longues années de chagrin, témoignent par l'intermédiaire de leur avocat. Ils évoquent leur fille cadette, cette jeune femme rayonnante qui rêvait de soigner les autres et qui avait choisi la montagne comme terrain de jeu et d'évasion. Sophie nous répétait toujours qu'en montagne, elle se sentait libre et en sécurité. Comment aurions-nous pu imaginer qu'elle trouverait la mort dans un piège tendu par la négligence humaine? Les parents de Julien, enfin, apportent au tribunal le témoignage le plus poignant. Ils ont constitué, au fil des années, un véritable musée de la mémoire de leur fils, ses appareils photos, ses tirages les plus réussis, ses carnets de notes techniques, ses projets d'exposition. Julien rêvait de devenir photographe professionnel, confie son père. Il économisait chaque franc pour s'acheter du matériel. Il passait ses week-ends à arpenter les montagnes pour saisir la lumière parfaite. Ces dernières photos, celles qui ont permis de résoudre l'énigme de cette disparition, c'est son testament artistique et humain. La défense de l'État, assurée par le service juridique du ministère de la Défense, tente de minimiser les responsabilités en invoquant le risque accepté inhérent à la pratique de la randonnée en haute montagne. Les avocats plaident que les 4 victimes étaient des randonneurs expérimentés, qu'ils avaient choisi délibérément de s'écarter de l'itinéraire balisé et qu'ils portaient donc une part de responsabilité dans leur propre malheur. Cette ligne de défense scandalise l'assistance et indigne les familles.
Maître Garot répond avec véhémence. Comment peut-on reprocher à de jeunes randonneurs d'avoir été attirés par des vestiges historiques que rien ne signalait comme dangereux? Comment peut-on invoquer leur imprudence quand c'est la négligence des pouvoirs publics qui a créé ce piège mortel? L'État a le devoir de protéger ses citoyens, pas de leur tendre des embuscades mortelles au détour d'un sentier de montagne. L'expertise technique commandée par le tribunal confirme l'ampleur des négligences. L'effondrement du tunnel résulte d'une dégradation progressive des structures de soutènement, amorcée dès les années 70, mais jamais surveillée ni entretenue. Les infiltrations d'eau de fonte conjuguées au cycle de gel et de dégel avaient fragilisé les étais métalliques jusqu'au point de rupture. Un simple contrôle annuel, comme ceux pratiqués sur les autres installations abandonnées, aurait permis de détecter le danger et de condamner définitivement l'accès. Plus accablant encore, l'enquête révèle que d'autres accidents similaires ont failli se produire dans les Alpes françaises. En 1987, des spéléologues avaient découvert et exploré un tunnel militaire abandonné dans le massif des Écrins, s'en tirant de justesse quand le plafond s'était effondré derrière eux. En 1992, des agents de l'ONF étaient tombés sur les vestiges d'un blockhouse en ruine près du col du Galibier, sans que personne ne songe à signaler le danger aux randonneurs. Ces révélations embarrassantes contraignent l'État à reconnaître ses torts et à négocier un accord amiable avec les familles. Au terme de longues tractations, un protocole d'indemnisation est signé, prévoyant le versement de dommages et intérêts substantiels aux proches des victimes. Mais au-delà de l'aspect financier, cet accord impose surtout à l'État de conduire un inventaire exhaustif de toutes les installations militaires abandonnées en montagne et de procéder à leur sécurisation systématique. Cette obligation donnera naissance au Plan Alpes sécurisé, un vaste programme lancé en 2010 sous l'égide des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de l'Environnement. En 5 ans, plus de 200 sites militaires abandonnés sont recensés, expertisés et sécurisés dans l'ensemble du massif alpin français. Tunnels murés définitivement, blockhouse démolis, postes d'observation rendus inaccessibles, la montagne française devient enfin débarrassée de ces pièges oubliés par l'histoire. L'inauguration du mémorial des 4 de Chamonix, en juillet 2012, constitue l'épilogue émouvant de cette tragédie. Érigé près du refuge Albert Ier, sur le lieu de passage des derniers témoins à avoir vu les victimes vivantes, ce monument sobre et émouvant porte leurs 4 noms gravés dans le granit local, accompagné d'une phrase simple « Mort par amour de la montagne, victime de l'oubli des hommes ». La cérémonie d'inauguration rassemble plusieurs centaines de personnes, familles, amis, guides de montagne, secouristes, représentants des pouvoirs publics. Henri Mollard, le vieux berger qui avait été le dernier à voir les 4 amis vivants, aujourd'hui âgé de 85 ans, dépose une gerbe d'Edelweiss au pied du monument. « J'aurais dû insister davantage pour les retenir », murmure-t-il. « J'avais senti que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai pas trouvé les mots pour les convaincre. » Baptiste Roux, le guide qui avait découvert le sac de Julien 12 ans plus tôt, prend la parole au nom des professionnels de la montagne. Cette tragédie nous rappelle que notre responsabilité ne s'arrête pas à l'accompagnement de nos clients. Nous devons aussi être les gardiens vigilants de ces espaces sauvages, les sentinelles qui détectent et signalent tous les dangers, qu'ils soient naturels ou créés par l'homme. Les familles, enfin apaisées par la découverte de la vérité et la reconnaissance des responsabilités, trouvent dans cette cérémonie la force de tourner une page douloureuse de leur existence. Madame Dubois confie aux journalistes présents. Claire aurait voulu que sa mort serve à quelque chose. Grâce au courage de Julien qui a continué à photographier jusqu'au bout, grâce à cet appareil miraculeusement préservé, d'autres vies seront épargnées. C'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait nous faire. Cette affaire aura marqué un tournant dans l'approche de la sécurité en montagne. Au-delà du cas particulier des installations militaires abandonnées, elle a sensibilisé tous les acteurs de la montagne à la nécessité d'une vigilance permanente. Les guides révisent leurs itinéraires pour signaler tous les dangers potentiels. Les refuges s'équipent de moyens de communication modernes. Les secours développent de nouvelles techniques de recherche en milieu souterrain. L'association Mémoire et Sécurité Montagne, créée par les familles des victimes, poursuit aujourd'hui encore ce travail de prévention. Elle organise des stages de sensibilisation pour les jeunes randonneurs,
finance des équipements de sécurité pour les refuges les plus isolés et entretient la mémoire de tous ceux qui ont payé de leur vie leur passion pour la haute montagne. Les dernières photos de Julien, ces images tragiques qui ont permis de résoudre l'énigme, sont aujourd'hui exposées au musée alpin de Chamonix. Elles témoignent de la passion intacte de 4 jeunes gens pour la beauté sauvage des sommets, mais rappellent aussi que cette beauté peut cacher des dangers insoupçonnés. Elles nous invitent à la prudence, sans jamais brider notre soif d'aventure, à respecter la montagne, tout en continuant à l'explorer avec émerveillement. L'appareil photo de Julien, ce Nikon FM2 qui a traversé 12 années dans les glaces éternelles pour livrer son secret, trône aujourd'hui dans une vitrine du musée, accompagné d'une plaque sobre, témoin silencieux d'une tragédie, messager posthume de la vérité. Il rappelle à tous les visiteurs que la montagne peut être généreuse en émotions et en souvenirs, mais qu'elle exige toujours le respect et la vigilance de ceux qui viennent la chercher. Cette histoire nous enseigne que derrière chaque disparition mystérieuse se cache souvent une explication rationnelle, même si elle met parfois des années à émerger. Elle nous rappelle aussi que nos montagnes, malgré leur apparence sauvage et préservée, portent les cicatrices de l'activité humaine passée. Ces cicatrices, quand elles sont oubliées ou négligées, peuvent devenir des pièges mortels pour les générations futures. Aujourd'hui, quand vous parcourez les sentiers du massif du Mont Blanc, quand vous admirez la majesté des sommets éternels et la pureté de l'air alpin, pensez à Claire, Marc, Sophie et Julien. Pensez à ces 4 jeunes gens qui partageaient votre passion pour la montagne et qui ont payé de leur vie l'irresponsabilité des hommes. Leur souvenir doit nous inspirer une vigilance constante et un respect absolu pour ces espaces grandioses qui nous accueillent mais ne pardonnent jamais nos négligences. Cette tragédie nous rappelle également l'importance du progrès technologique dans la résolution des affaires criminelles. Sans la préservation miraculeuse de l'appareil photo de Julien dans les glaces du glacier, sans le développement parfait de cette pellicule argentique, jamais la vérité n'aurait été révélée. Elle illustre aussi le rôle crucial des témoins indirects. Ces images posthumes ont parlé plus fort que tous les témoignages, plus clairement que toutes les hypothèses des enquêteurs. Enfin, elles soulignent l'importance de la persévérance des familles dans leur quête de vérité. Sans leur acharnement à maintenir l'affaire sous les projecteurs, sans leurs battues inlassables, sans leur refus de l'oubli, peut-être que la découverte de Baptiste Roux serait passée inaperçue ou aurait été négligée par les autorités. Leur douleur transformée en énergie positive aura permis de révéler la vérité et de protéger d'autres vies. Voilà l'histoire tragique de 4 jeunes randonneurs dont la passion pour la montagne a croisé le destin d'installations militaires oubliées. Une histoire qui nous rappelle que derrière chaque mystère se cache une vérité, parfois simple, parfois douloureuse, mais toujours instructive pour les générations futures. Avant de nous quitter, n'hésite pas à partager dans les commentaires de quelle ville tu nous regardes. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres affaires mystérieuses élucidées et n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a touché. Le souvenir de Claire, Marc, Sophie et Julien mérite d'être préservé et partagé pour que leur sacrifice ne soit jamais oublié.